Bonjour, bienvenue dans Menu Président, le rendez-vous politique de numéro 23. Alors vous connaissez le principe maintenant, Elisabeth et moi, un food truck et puis un acteur de la campagne présidentielle que nous interrogeons sur les questions de diversité et sur les sujets d'actualité. Vous-même qui nous regardez, vous pouvez réagir avec le hashtag Menu Président. Menu Président, c'est parti. Recevons une femme qui ne croit pas aux élections, mais qui s'y présente, qui veut faire la révolution et qui y travaille. C'est la porte-parole de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour et bienvenue. On est content de vous recevoir et de vous accueillir. Un rayon de soleil en ce temps pluvieux. Oui, parce qu'on s'est dit, elle a un côté petite sœur de François Hollande quand même. Genre, elle nous apporte la pluie, mais finalement, non. Ça va, le soleil arrive. Je ne savais pas que j'avais des points communs avec François Hollande. Ça aurait pu être ça, vous voyez, ça aurait été une découverte. Bon, on est content de vous accueillir dans ce food truck et on s'est posé la question parce qu'on a vu que vous étiez né, enfin, vous aviez grandi et vécu un peu dans la région lyonnaise, on ne s'est pas trompé. Dans la Drôme, voilà. Département de la Drôme. Et après vers Vaux-en-Velin et tout ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors genre vous êtes un peu bouchon lyonnais, saucisson, quenelle ou pas du tout? Non. Oui, bien sûr. Ah si, oui. Non, vous pouvez dire c'est dégueulasse, j'ai horreur de ça, non? Bah, bien sûr, Si, non, si. bien sûr. Bon, mais ma famille est plutôt rurale, voilà, avec des grands-parents qui étaient paysans, donc évidemment, les pommes de terre, j'en ai ramassé quand j'étais gamine, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, ça tombe bien, c'est pour faire la révolution, il faut de l'énergie, donc vous êtes plutôt nourriture roborative, c'est ça? Oui, simple, traditionnel, et en même temps, je suis ouverte à beaucoup de choses. Et vous cuisinez par exemple? Alors j'avoue, j'ai posé la question à Henri Guénaud, donc c'est pas une question sexiste. Est-ce que vous cuisinez ou pas du tout? Vous avez le droit de me dire non pas du tout, j'ai horreur de ça. Je n'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner, mais je sais cuisiner. Ah, vous savez? En fait, tout simplement, quand on est une fille, Oui. quand on est une femme et qu'on était donc petite fille, on a passé des heures et des heures à regarder sa mère faire la cuisine et souvent à l'aider. Donc forcément, je me débrouille, même si je prends pas énormément de temps pour faire la cuisine. Voilà. D'accord. Et donc les food trucks, vous pratiquez un peu ou pas du tout? Non, c'est une première, là, ça va être une première? Assez rarement. Assez rarement. Bon, alors, on va servir une soupe, je crois, parce que le temps s'y prête. C'est quoi Une aujourd'hui? soupe de légumes, il y a des pommes de terre dedans et il y a 7 légumes dedans. 7 Bonne légumes. soupe campagnarde, comme on les aime. Alors, vous êtes professeur d'économie et de gestion dans un lycée à Aubervilliers. Et c'est sur ce terrain-là qu'on aimerait vous interroger d'abord. Parce que, au fond, en politique, c'est assez rare, des gens qui travaillent. Oui. En général, les gens qui sont dans la politique ne métier. travaillent pas. Alors, je vais commencer par un truc malicieux ou méchant ou ironique. Prof, est-ce que ça n'avait pas un côté petit bourgeois, quand même, dans les années 80 pour Lutte ouvrière? C'était un peu le summum du petit bourgeois, quand même, non, Vous prof? savez, il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était Nicolas Sarkozy qui avait pris pour exemple Neuilly, en expliquant que Neuilly commençait à accueillir une population plus pauvre. Oui. Et il avait pris pour exemple les instituteurs. Donc, oui. Donc voilà, je pense que voilà, quand on est instituteur, quand on est enseignant, quand on est professeur, on fait partie du monde du travail, y compris. C'est vrai que l'enseignement, il y a un aspect un peu militant aussi quand même. Hein, un aspect militant. Moi je suis dans ce lycée à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Je m'y sens bien. Je pense, oui, bien sûr. Je pense que je fais quelque chose d'utile, même si je pense que dans l'éducation nationale, tout est quand même organisé pour conduire à la catastrophe une partie de la jeunesse parce qu'on ne met pas les moyens qu'il faudrait pour les entraîner tous vers la réussite. C'est ça la réalité. Vos élèves, ils connaissent votre engagement politique ou pas? Bien sûr, bien sûr. Et alors, ils en pensent quoi? Ils vous en parlent? Oh, ils sont plutôt fiers, ils sont plutôt curieux, ça les intrigue. Alors, ce qui les surprend énormément, c'est de comprendre que je ne suis pas payée pour mon engagement politique. Oui, voilà. Et vous n'avez pas les parents d'élèves qui disent... Je peux vous dire que changer le monde, ça leur parle. Ça leur parle. Et vous n'avez pas les parents d'élèves qui disent, ah là là, moi je veux pas que mon fils il soit avec Il la va gaucho, être- ou soit il pas va de être service, c'est horrible, il va être embrigadé. Non, il n'y a pas Non, ça. pas du tout. Vous savez, Bon. d'abord, c'est Aubervilliers, c'est une ville très populaire. Même pauvre, voilà, bien sûr, ravagé par le chômage, la Ouais. précarité. Et non, je crois que les parents que j'ai rencontrés, certains m'ont dit qu'ils ne partageaient pas mon point de vue, mais en même temps, ils étaient quand même
plutôt d'abord content de me rencontrer souvent, de pouvoir discuter. Et puis voilà, ils comprenaient bien le travail que je faisais. Ouais. On a vu récemment beaucoup d'agressions contre les personnels de l'éducation nationale, à Tremblay, au lycée Hélène Boucher, la proviseure qui a été frappée, c'est pas très très loin d'Aubervilliers. Ça ne vous étonne pas, j'imagine, ce climat de violence et de défiance à l'égard de l'institution? Ou peut-être ça vous étonne? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je dois dire que moi, je me sens pas du tout en situation de danger quand je vais travailler. Enfin. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que les médias ont tendance à amplifier la violence à l'encontre des personnels de l'éducation et que finalement, ça se passe pas si mal que ça? Je pense pas que ce soit le personnel éducatif, les enseignants qui soient spécialement visés. Je pense qu'il y a des effets de bande, je crois qu'il y a des réactions. D'abord, il y a effectivement des petits caïds aussi qui essayent de faire leur loi ici ou là. Que les premières victimes, c'est d'abord ceux qui habitent dans ces quartiers-là, qui sont victimes tous les jours de cette situation-là. Et que finalement, nous, les enseignants, non, on travaille avec des élèves, des jeunes filles, des jeunes garçons que nous connaissons, avec qui nous avons le contact. Il y a une complicité, il y a une confiance qui est quand même établie. On parle beaucoup depuis quelques années, et encore plus depuis quelques mois, de crispation identitaire dans les collèges et dans les lycées. Est-ce que vous les ressentez, ou au contraire, pas du tout, ces crispations identitaires? Je ne les ressens pas dans la vie de tous les jours et dans le contact. Maintenant, quand nous discutons, quand il y a un débat, quand on discute de la société, de la religion, des attentats, des guerres, oui, je le ressens. Bien sûr, je le ressens. Concrètement? Je le ressens. Concrètement, la religion a fait son grand retour. L'identité, aujourd'hui. Vous avez des filles qui pourraient arriver voilées ou... Oui, bien sûr, des élèves qui sont. Vous avez des gens qui ont une attitude qui est ambiguë vis-à-vis des attentats ou des choses comme ça ou pas? J'ai surtout des élèves qui ressentent dans leur vie au quotidien une hostilité, un rejet même, des réflexions racistes qui se sentent aussi quand même marginalisées, il faut le dire. Et donc il y a forcément un réflexe de repli. Sur soi, sur y compris son identité religieuse, ses origines, etc. Donc oui, ça je le ressens au travers des discussions. Mais justement, c'est ce que l'enquête de l'Institut Montaigne avait souligné récemment sur l'islam. 28% des plus durs, on va dire, venaient des quartiers défavorisés, des jeunes chômeurs, pour qui finalement l'expression religieuse devenait une forme de révolte vis-à-vis d'une société qui l'a rejetée, la radicalité. Donc ça ne vous étonne pas, ces chiffres finalement? C'est ce que vous ressentez? Non, ça ne m'étonne pas. Mais c'est la révolution par la religion. En même temps, mais justement, vous, c'est pas ce que vous voulez, la révolution par la religion. Non, parce que c'est absolument pas une perspective et sûrement pas d'émancipation et de progrès. Et surtout, cette religion telle qu'elle est, brandie par les plus intégristes, les plus fanatiques, qui au contraire enferment les femmes, qui coupent... qui creuse un fossé entre les gens. Donc, sûrement pas. Moi, je crois aussi que dans ces quartiers, ce qui se passe, c'est finalement l'abandon militant qu'il y a eu, parce que ces quartiers qui étaient des quartiers populaires, des quartiers ouvriers, avant qu'il y ait un chômage de masse, etc., ils étaient aussi traversés d'organisations ouvrières, politiques, syndicales, associatives, qui permettaient d'intégrer et qui permettaient de faire comprendre, et de lier, les uns les autres dans un combat commun. Ils sont aujourd'hui élaborés par le FN. Et par des militants intégristes. Oui, mais sauf que quand on vous dit qu'un jeune sur deux envisage de voter Front National, ça vous inquiète pas? En tout cas, c'est pas ceux de... C'est pas ce que vous voyez. Bon, on va prendre un bol de soupe et passer à table. Avant de prendre votre soupe, moi j'ai quand même une question encore à vous poser sur l'éducation, parce que je trouve finalement que c'est un sujet qui est très peu présent dans la campagne, qui est trop absent. Est-ce que vous adaptez l'enseignement selon la classe sociale, ou est-ce qu'on enseigne de la même manière à Versailles qu'à Aubervilliers? Je n'ai jamais enseigné ni à Versailles, ni dans le 16e. Mais dans tous les cas, je crois que le devoir d'un enseignant, c'est de prendre l'élève où il est, de prendre... Malheureusement, on ne peut pas prendre élève par élève. C'est aussi ça le problème des enseignants. On se retrouve face à des classes qui sont nombreuses. Mais le problème, c'est de prendre les élèves où ils sont et de les faire progresser. Donc forcément, oui, on s'adapte tout en étant exigeant, évidemment. Alors, on va parler un peu politique parce que cette émission sert aussi à ça. On vous a découverte quand vous êtes arrivé sur la scène politique lors de l'élection présidentielle précédente, mais également lorsque vous aviez été en 2000...
Seth, la porte-parole de l'Arlette Aguillet. Pourquoi vous avez fait ce choix politique? Pourquoi vous êtes allé vers Arlette Aguillet? Pourquoi et vers Lutte ouvrière? Ou pourquoi vous n'êtes pas allé au Parti communiste? Surtout que vous avez été élu après sur une liste communiste. Quel est ce choix? Alors, en fait, je me suis engagée, j'avais 18 ans, Ouais. 19 ans, j'avais fait mon choix parce que je voulais changer la société. Voilà, j'étais révoltée depuis très longtemps. Depuis l'âge de mes 16-17 ans, je réfléchissais quand même à un engagement. C'était la fin dans le monde, 1986, il y avait des grandes famines en Éthiopie qui m'avaient frappée et qui... j'avais beau être une fille d'un petit village, de la campagne, isolée. C'était venu jusqu'à vous. Voilà, et puis surtout, je me disais, je dois faire quelque chose. D'accord. Voilà, je suis responsable de la société aussi, c'est la mienne. Voilà, j'ai quelque chose à y faire. Et donc j'avais envie de changer la société. Alors évidemment, le premier... réflexe, c'est de se dire l'humanitaire. Oui, c'est ça. Et puis en réalité, je me suis bien rendu compte qu'il s'agissait là de vider la mer à la petite cuillère. Ouais. Et la politique, c'est pas ça? C'est pas loin, non? Alors, il s'est trouvé que pour faire mes études, je suis allée sur Lyon et là, j'ai rencontré des jeunes des jeunesses communistes. Ouais. Et là, j'ai voulu lier mon sort finalement à ceux qui avaient tout intérêt à changer cette société. Donc, ça a été Lutte ouvrière. Parce que justement, Lutte ouvrière s'engageait dans les combats des travailleurs au jour le jour, au quotidien. Et le mouvement ouvrier a montré une chose, c'est que le sort des travailleurs changeait quand ils se battaient. Voilà, quand ils se battaient massivement, quand il y avait des révoltes, quand il y avait des soulèvements, et pas par les élections. Mais la question, c'est le hiatus justement qu'il y a entre la récusation de l'exercice du pouvoir et le fait de se présenter à une élection. Puisque vous ne voulez pas de l'exercice du pouvoir, à quoi ça sert de se présenter à une élection? Parce que se présenter à une élection permet de s'exprimer, y compris de dire... Mais bien sûr, c'est quand même un combat politique. C'est quand même un combat politique. C'est quand même le moment où justement chacun avance ses objectifs, ses orientations, ses perspectives, sa façon de voir la société. Donc nous aussi, nous voulons justement mener ce combat politique. Et oui, je me présente à la présidentielle tout en disant que c'est en grande partie une comédie. L'objectif, ce n'est pas l'Élysée. C'est en grande partie une comédie électorale, tout ça. Voilà. Parce qu'en réalité, chez vous, c'est assumé. Parce qu'en réalité, ceux qui tiennent le pouvoir, et on n'en parle pas suffisamment, et pourtant c'est quand même le vécu de millions de femmes et d'hommes, eh bien c'est ceux qui détiennent les capitaux, ceux qui sont à la tête de ces grandes entreprises, des grandes banques, voilà. Mais en France peut-être, mais regardez, les révolutionnaires anticapitalistes peuvent gagner. J'ai aussi regardé comment en Islande les pirates sont devenus la troisième force politique du pays. C'est quand même un mouvement qui est justement né de ce ras-le-bol des scandales financiers, du grand capital qui nous spolie. Donc, enfin, donc il est toujours en place en Islande et moi je crois que... Il s'en rapproche. Écoutez, vous savez, comment dire, l'étiquette révolutionnaire est quand même très galvaudée aujourd'hui. Parce qu'il y a une autre étiquette qui est celle de la gauche d'une manière générale. À l'élection présidentielle de 2017, il risque d'y avoir donc une candidate lutte ouvrière, un candidat NPA, un candidat communiste, Jean-Luc Mélenchon, un candidat socialiste, un candidat écolo. Est-ce que pour la gauche, qui grosso modo doit représenter 30 ou 35% des voix, ça ne confine pas au suicide? Il y a une sorte de... Non? Pas un truc... Alors d'abord, revenons sur la gauche, parce que justement, moi je crois que ça ne veut plus rien dire la gauche. Vous dites ça, ça ne veut rien dire la gauche. Et je ne me revendique pas de la gauche. Moi et Lutte ouvrière, nous nous revendiquons du camp des travailleurs. Parce que si vous voulez, dans le mot gauche, on a mélangé des ouvriers, des salariés, tout un électorat populaire qui a aspiré effectivement à défendre leurs intérêts, avec des politiciens qui avaient choisi effectivement les partis de gauche, le Parti socialiste, pour s'inviter à la table du pouvoir, mais qui n'avaient rien à voir avec le monde ouvrier. La gauche caviar, quoi. Écoutez, vous ne voulez pas frayer avec la gauche franchement, caviar. la gauche, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est Valls, c'est Hollande, c'est Cahuzac, c'est Macron. Alors bon, lui-même, il hésite, il ne sait pas, enfin bon. Mais non, tout ça, ça ne veut plus rien dire, justement. Et voilà, pendant trop longtemps,
Oui, mais... Les travailleurs se sont dit bah oui qu'ils étaient liés à cette gauche politicienne, alors qu'en réalité ils étaient dévoués, dévoués au je système. comprends l'idée de la récusation du pouvoir et de la compromission, etc. Et vous dites, et l'appel à la lutte et à la révolution. Sauf que ce qu'on constate quand même en France, c'est que les gens descendent dans la rue et que ça change à peu près rien. C'est-à-dire que les gens sont descendus dans la rue contre les réformes des retraites en Fillon 2010, la réforme des retraites est passée. Les gens, c'était d'autres gens, sont descendus contre le mariage pour tous en 2012, le mariage pour tous est passé. Les gens sont descendus contre la loi El Khomri en 2016, la loi El Khomri est passée. Donc et grosso modo, la dernière révolution en France, elle date de 1789, c'est-à-dire pas tout à fait hier. Donc je me dis, la révolution, est-ce qu'on est sûr que ça peut marcher quand même? Voilà, c'est juste le truc. Et depuis 1789, oui. Combien de fois avons-nous voté? Combien de majorités différentes ont-elles pris le pouvoir, se sont relayées? Combien d'élections? Mais une multitude. Et aucune d'entre elles n'a jamais permis à la condition ouvrière d'avancer et de progresser. Voilà. Vous pouvez pas dire ça. Les leçons... La réduction du temps de travail, les congés payés, les choses comme ça, c'est quand même l'exercice du pouvoir qui l'a permis. Non, pas du tout. Ça a été le mouvement ouvrier. Vous savez, les quelques avancées dont vous avez parlé là, les congés payés. Bien sûr que si. Vous savez, les congés payés, justement, si on prend cet exemple-là, n'étaient pas dans le programme du Front populaire. Ils ont été imposés par les grandes manifestations de les juin grèves, 36 surtout et les grandes grèves. Oui, c'est vrai. Et les occupations d'usines. En réalité, une levée en masse de l'ensemble du monde ouvrier. C'est 80, clairement, oui, mais il y avait quand même une pression avec des syndicats forts, avec une classe ouvrière qui était là, qui faisait pression. Voilà, c'est une question de rapport de force. En tout cas, nous, c'est cette perspective-là qui reste parce que, encore une fois, voilà, j'ai la preuve, moi, que ces mobilisations-là, il y a eu des moments où elles ont gagné et ce sont elles qui ont permis à la société de progresser. Alors que ce cirque électoral, on le voit dans tous les pays, c'est devenu une catastrophe. Alors, je ne sais pas si c'est le vent de la révolution qui est en train de souffler, mais en tout cas, il y a du vent. On va parler de diversité. Voilà. Vous savez que c'est un sujet qui nous est cher, sur numéro 23. Lutte ouvrière se veut à la pointe des combats féministes. Mettre des femmes en politique, défendre le droit à l'avortement, lutter pour l'égalité salariale et professionnelle. C'est très noble, évidemment, mais c'est pas très innovant. On fait quoi pour lutter contre le sexisme au quotidien? Moi, je crois que le combat pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, il passe par le combat du monde du travail. Quand je parle du monde du travail, je parle de ceux qui sont en emploi, de ceux qui sont au chômage. Pour moi, ça ne forme qu'un seul et même monde, même ensemble. Eh bien, pour leurs droits, voilà, leur dignité, l'accès à un logement, l'accès à un emploi, l'accès à un salaire. Et tant que les femmes n'auront pas cela, elles ne pourront pas réellement être libres, exercer tout leur... La plupart des travailleurs précaires en France sont des femmes. Sont des femmes à temps partiel imposé. On nous explique à chaque fois qu'il y a des métiers d'avenir. Par exemple, aide à domicile. Mais regardez, les millions de femmes qui travaillent dans ce secteur-là, elles sont surexploitées. On leur impose de passer d'une famille à une autre. Le temps de transport n'est pas comptabilisé. Enfin bon, voilà. Alors, puisqu'on parle des femmes, vous vous êtes exprimé aussi sur le sujet des femmes et de l'islam. Et notamment sur la question du foulard islamique. Et vous avez dit que le foulard islamique, ça n'est jamais un libre choix. Vous dites que c'est toujours le fruit d'une pression sociale, d'une pression politique. Donc ça me pose une question, c'est est-ce qu'on ne peut pas être croyant par soi-même? C'est pas ce que j'ai voulu dire. Vous avez dit, c'est jamais un libre choix de porter le foulard. De toute façon, là c'est une question très philosophique. Oui, mais qui est aussi politique. Qu'est-ce que c'est que la liberté dans une société où justement on nous apprend dès qu'on est gamine, dès qu'on est effectivement dans une famille religieuse, musulmane, que c'est ça, ça veut dire porter le voile, ça veut dire se conduire ainsi, ça veut dire quelle est la marge de liberté dans tout ça. Ça c'est une question très philosophique. Mais ce que je sais, c'est que dans beaucoup de quartiers, et dans les quartiers populaires, il y a des militants
des militants en chair et en os pour faire pression sur les jeunes filles pour qu'elles se comportent de telle ou telle façon. Et pas moi, de c'est mini-jupe, voilà, le et foulard, porter sinon, le voile. Et cette pression-là, moi, oui, je les combats. Je les combats. Alors, je veux bien qu'il y ait des filles qui disent, mais moi, c'est mon choix, j'y ai réfléchi, etc. Très bien, elle peut le porter. D'ailleurs, je ne suis pas de celles qui disent interdiction de porter le voile dans la rue. Enfin bon, non, mais en revanche, je serai du côté de toutes les filles qui subissent des pressions et qui veulent s'en émanciper. Voilà. On va retourner au food truck. Pour finir. Je reviens justement, comme on sait que vous êtes hostile à toute forme de discrimination. Je rappelle donc que vous êtes professeur à Aubervilliers et la maire d'Aubervilliers est PCF, Myriam Derkaoui, une jeune femme d'origine, qui est binationale, franco-algérienne. A priori, elle a tout pour vous plaire. Vous vous entendez bien avec elle? Écoutez, je ne la connais pas, je ne l'ai pas encore rencontrée, je n'ai pas eu encore cette occasion-là, mais c'est sûr qu'il doit y avoir un certain nombre de choses qui nous rassemblent. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, elle est au Parti communiste, je ne partage pas les orientations de son parti, hein, je l'ai déjà dit. La discrimination positive pour lutter contre le plafond de verre, par exemple, notamment en politique, vous y êtes, mais pas seulement dans les entreprises, vous y êtes favorable? Moi, je suis pour que on ne se fixe pas seulement l'objectif de réserver quelques places à quelques-uns. Voilà. Moi, je suis pour que tous les opprimés, tous ceux qui justement subissent aujourd'hui cette situation, qui se retrouvent au chômage, etc., aient accès à toutes les potentialités qu'offre la société. Voilà, moi, je ne suis pas pour que quelques-uns aient la chance d'être élus, parce qu'ils sont, je ne sais pas, discriminés. C'est pas une chose d'être élu, c'est juste une question de corriger des inégalités. On parle beaucoup de discrimination, mais moi, je veux parler d'exploitation. Je veux parler d'exploitation, je veux parler de lutte de classe. Vous savez, dans tous les grands groupes là, chez Renault, ils font un accord d'hyper-compétitivité. On dit que ça a permis de sauver des emplois, sans doute on aurait... Mais non, mais justement, c'est ce que disent ceux qui signent l'accord. Oui, mais bien sûr. Il y a des syndicats d'ailleurs qui le signent aussi. Oui, mais vous savez, ces accords-là, ils sont toujours signés sous chantage, sous la pression. Et dans tous ces accords où on supprime des jours de RTT, où on bloque les salaires, où on augmente les cadences, où tout ça pour que les actionnaires fassent encore plus de profit et pour qu'une minorité effectivement s'enrichisse, eh bien c'est la réalité, mais qui est vécue de partout. Et ça, c'est effectivement la lutte de classe. Est-ce que la lutte des classes passe par la séquestration de patrons d'usines, par l'arrachage de chemises de directeurs? On a vu des épisodes violents. Est-ce que c'est une forme de lutte des classes, non? En tout cas, oui, là, c'était visible. Ça vous a pas choqué? Ça vous a pas choqué, c'était visible. Non, écoutez, c'est un coup de colère. C'est un coup de colère qui... Mais vous savez, justement, quand les actionnaires d'Air France, la direction d'Air France, a concocté son plan de milliers de suppressions d'emplois, qui arrivait après... D'autres suppressions d'emplois, après avoir transformé la vie de beaucoup de salariés en cauchemar au niveau des horaires, au niveau effectivement de l'augmentation du temps de travail. Lorsqu'ils décident dans leur bureau feutré tout en haut d'une tour, tranquillement, bien chauffé, etc., de tout cela, ce n'est pas de la violence, ils n'élèvent pas la voix sans doute, ils sont très polis tous ces gens-là, mais ils rayent comme ça d'un trait de plume la vie de milliers de femmes et d'hommes. Et ça, on ne le dit jamais assez. Alors quand évidemment, il y en a un qui va l'expliquer, qui va dire, écoutez, voilà, vous avez fait beaucoup de sacrifices pendant des années, mais ça va continuer, la colère, elle éclate. Voilà, et c'est comme ça. Puisqu'on arrive à la fin de cette émission, on ne va pas vous demander ce que vous feriez si vous étiez élu président de la République, parce qu'on a compris que c'était un cauchemar pour vous, mais en revanche, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous voudriez? Eh bien, que le maximum d'électeurs se portent sur ma candidature pour faire entendre le camp des travailleurs, des chômeurs, des salariés. C'est quoi un bon score? C'est un courant, il faut qu'il y ait un courant de plusieurs centaines de milliers d'électeurs qui disent nous on ne se résigne pas. 0,5%, ça fait pas un courant. Mais vous savez, vous pouvez me dire qu'on est minoritaire, qu'on ne représente pas grand-chose. Ultra minoritaire, oui. Nous avons, ultra, si vous voulez, hyper, minoritaire. gravement. Mais j'ai envie de vous dire, et alors? Non. Et alors, c'est ça? Vous savez, nous ne sommes pas des girouettes, on a des convictions, nous avons des convictions. Oui. Et cette conviction, c'est qu'il faut changer cette société. C'est que dans ce monde, il y a deux classes sociales, que d'un côté, des fortunes sont en train de s'ériger, mais de façon
mais même insultante. Il y a des milliards et des milliards qui s'accumulent à une société. On va l'accepter, ça, qu'il y ait des gens au chômage, dans la précarité, qui vivent avec rien. Donc il faut dire dans cette élection qu'il y a un courant qui ne se résigne pas, qui veut changer cela, qui est conscient qu'il ne faut pas laisser ce système capitaliste continuer comme ça de fonctionner, parce qu'on va dans le mur. On va dans le mur. En France, avec le chômage, la précarité, mais dans le monde aussi, avec ces guerres, avec le terrorisme, puis avec cette montée des idées réactionnaires. Parce que moi, je pense que justement le racisme, le repli sur soi, ce nationalisme-là revendiqué qu'on voit de partout, avec le Brexit, avec la victoire de Donald Trump aux élections américaines, ça aussi, c'est la conséquence d'un système qui est de plus en plus décadent, voilà, qui est en crise profonde. Donc il faut le changer, ce système. Moi, j'ai quand même envie de faire de la politique fiction. Ouh là là. Vous êtes à l'Élysée. Votre menu président, ce serait quoi? La première mesure que vous prendriez en arrivant au pouvoir? J'appellerai les salariés à se réunir sur leur lieu de travail, à faire la liste de tous les emplois qu'il faut créer dans leur entreprise, à aller voir l'argent qu'il y a dans les caisses de l'entreprise, à ouvrir les comptes et à s'organiser. Voilà, parce que je suis sûre qu'il y a un tas de choses à faire et qu'on pourrait éradiquer le chômage avec ça. Le plat de résistance, la réforme majeure de votre quinquennat, ce qu'on retiendrait de vous? Oh, la réforme, non. Non, la révolution. C'est la révolution. La réforme est un Oui, gros mot. disons Trop grave, la réforme. Non, mais de toute façon, C'est un accommodement. c'est évidemment, de toute façon, la lutte contre le chômage. Il faut qu'on éradique le chômage. Puis évidemment, c'est les bas salaires, c'est les petites retraites, c'est l'argent qui manque dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans les logements. Et alors, pour terminer, la cerise sur le gâteau, le dessert, la mesure insolite que vous prendriez. Alors, privatiser la SNCF, non, je pense pas. Alors, mais... bon, puisqu'on va, moi j'espère que s'il y avait une mobilisation pour réaliser ce que je vous dis là, Ouais. j'espère que cette mobilisation, cette levée en masse des travailleurs, avec évidemment donc la conscience que justement ensemble on peut faire un tas de choses fantastiques, j'espère qu'on irait jusqu'à exproprier les grandes banques, les grands groupes capitalistes, et qu'on les ferait fonctionner pour nos intérêts, mais l'intérêt même, je dirais, des opprimés du monde entier, voilà, parce qu'effectivement, pour nous, c'est voilà, changer le monde, Vous nous c'est laissez changer le monde. Vous nous laissez votre food truck quand même. Laissez-nous. Oui, tout à Voilà, fait. c'est Mais gentil. par contre, voilà, les grandes chaînes de distribution, voilà. D'accord, mais le food truck, on le garde. Vous savez, ceux qui dominent l'économie, là, qui la tiennent comme ça. Merci beaucoup, Nathalie Merci. Arthaud, d'avoir été avec nous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Menu Président. À bientôt. Salut.